L'orateur qui est très à l'aise, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir se sacrifier pour son idée, pour sa cause. Et en se disant ça, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que c'est pas moi, petite personne qui parle, mais c'est moi au service d'eux, mes idées, ma cause. Et quand on se rappelle de ça, bah, paradoxalement, on se sent beaucoup plus fort, tout en étant plus petit. Et on se sent beaucoup moins stressé. Parce que je parle pas pour moi ou pour être aimé ou pour ne pas être aimé. Je parle parce que il faut absolument le faire et que personne d'autre pourrait le faire à l'instant où je le fais plutôt que moi. Ça m'arrive des fois de me dire putain j'ai peur là. Mais je suis ok avec ça. Je reconnais l'émotion et j'ai pas peur de ma peur. Je me dis c'est ok, j'ai le droit quoi. Dès qu'on a l'occasion de prendre la parole dans des groupes, de lever la main à l'école, de pouvoir s'exprimer, il faut voir ça comme des entraînements à la future vie professionnelle. Bienvenue à toi sur La Vraie Liberté, le podcast avec plein de parcours inspirants. J'espère que tu as aimé les précédents épisodes de la saison 2. En tout cas, moi j'ai pris vraiment du plaisir à les faire. Cette semaine, j'ai rencontré Nicolas Mel. Nicolas Mel, en fait, il m'inspire beaucoup parce que c'était comme moi un ancien timide. Et en fait, il a su en faire une force et transformer ça comme une opportunité pour créer sa propre structure en fait. Je voulais savoir comment il a fait, c'était quoi ses galères, enfin toutes les questions que je me posais, je lui ai posées. J'espère que ce podcast va vous inspirer. Bonne écoute. Bah bonjour à toi Nicolas. Salut Dovic. Comment ça va? Très bien, moi je le redis, pour que tout le monde puisse le savoir, je suis hyper heureux que tu aies fait le déplacement depuis La Rochelle exprès pour ce podcast et celui qui va suivre. Je suis très content. Très bah attends, faut se donner les moyens, non? C'est clair. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je suis tout à fait d'accord. Et tu le montres très bien en venant faire ce podcast. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui vu que toi tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Vu que tu as créé ta propre association et là tu es en train de créer ton entreprise sur la prise de parole en public et c'est un sujet qui me touche beaucoup. J'aimerais que tu te présentes un petit peu rapidement, tu vois, et après on détaillera les points. Ouais, alors pour dire qui je suis, donc moi Exact. Nicolas, j'ai 23 ans, je suis formateur à la prise de parole depuis 3-4 ans. Donc comme tu l'as dit, en fait j'ai rejoint une association qui existait déjà, qui s'appelle ADAO, l'association de démocratisation de l'art oratoire, qui partait du constat qu'il y a plein de gens qui ont besoin de se faire former, surtout dans des milieux modestes, mais ils n'ont pas accès à ces formations pour être plus à l'aise et gagner en confiance. Donc avec ADAO, on a eu la chance de beaucoup intervenir pour la mairie de Paris, beaucoup d'associations d'égalité des chances. Quand on faisait ces formations, on se rendait compte que tout le monde a besoin de se former à la prise de parole et pas que des personnes issues du milieu défavorisé. Donc on a créé un cabinet de conseil qui s'appelle Silence, paradoxalement, puisqu'on forme à la prise de parole des personnes qui ont besoin de porter leur voix. Et on est actuellement 2 personnes avec ma chérie avec qui je travaille et je peux te dire que ça se passe plutôt bien pour l'instant, donc on est content. Mais justement, le silence crée du sens, c'est ça que tu disais dans une de tes formations que j'ai retenue. Ah bah écoute, ça me touche que tu dis ça. J'ai terminé pas plus tard qu'il y a une semaine une synthèse sur le silence. Ouais. Et moi ce que je pense c'est que le silence, c'est peut-être l'absence de son, mais c'est pas l'absence de communication. Et qu'on peut beaucoup parler même quand il n'y a pas de son qui sort. Hein. C'est citation du Talmud, la parole est d'argent, le silence est d'or. Et quelque part, je pense qu'elle a beaucoup de sens cette citation. Ouais. Pour revenir, du coup, on va faire un petit flashback retour dans le passé. Est-ce que tu étais un ancien timide, toi? Ou pas, t'as toujours été confiant comme ça en mode allez, c'est bon? Non, mais tu sais très bien, Ludovic, moi je reviens de très loin. Et je pense que. Comment ça, de très loin? Ah ben je vais te dire, j'ai donné des exemples très concrets. Moi, quand j'étais au collège, j'étais extrêmement timide. Je me rappelle, c'est un truc que j'aime bien dire parce que ça me fait rire, même quand j'y repense. Il y avait une amie qui s'appelait Sarah et qui aimait bien faire la bise à tout le monde, tu sais, quand elle venait dans l'école. Et un jour, elle m'a fait la bise. Et pour te dire à quel point j'étais timide et que j'avais pas beaucoup de confiance à l'idée de parler aux gens, quand elle m'a fait la bise, je me suis dit qu'elle voulait se marier avec moi. Ah, direct. Ouais, tu vois, et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'elle me veut, pourquoi elle vient vers moi, alors que non, elle faisait juste un acte social, alors que je découvre ton magnifique tatouage. Définir des possibles pour défier l'impossible. Super beau. Et donc voilà, donc pour terminer, j'étais très timide, j'étais assez effacé, en même temps j'étais plutôt intello. Et au final aujourd'hui, je me dis que j'ai eu la chance d'être timide parce que on guérit de la timidité le jour où on se rend compte que c'est pas une maladie au final, quoi. T'as fait ça comme une force en fait, un effet de levier et tu t'es dit vas-y, je l'utilise pour vraiment me dépasser, c'est plus ça. Ouais, c'est ça. Hein. Exactement, je me suis dit que au final, ça pouvait être un handicap si je le considérais comme tel, ça pouvait être une force si je le considérais comme tel. Et à un moment dans ma vie, et je le fais encore un peu toujours, dès qu'il y avait quelque chose qui me faisait peur, je m'obligeais à le faire, tu vois.
C'est Et quoi, c'est drôle. tu te poses pas de questions, tu vas, ou alors tu te poses des questions et après tu y vas vite fait? Parce que je sais qu'il y en a un qui font un 2 3 et ils se lancent, mais comme ça ils coupent leur cerveau, tu vois. Ça, c'est comment tu fais toi pour. J'essayais de pas trop y penser. Je me Ouais. disais, voilà, t'y vas. Et je m'obligeais et je me disais que si j'y allais pas, bah, j'allais avoir le coup de bâton derrière parce que j'allais me dire, oh là là, remords, regret, tu aurais dû le faire, tu vois. Donc je faisais plein de trucs, parfois des trucs pas très très honorants, mais j'ai fait plein de trucs pour essayer de dépasser cette timidité. Ouais. Et c'était vers quel âge que tu as eu ce déclic en mode faut que je travaille sur moi et que je change? Quand est-ce que j'ai eu ça? Je pense que c'était pendant ma première année à Sciences Po, puisque je suis passé voilà, par les grandes écoles, Sciences Po, l'ENS. Première année à Sciences Po, je me rends compte que je suis entouré de plein de gens qui ont beaucoup plus confiance en moi, qui sont meilleurs dans leurs résultats scolaires. Et à ce moment-là, j'ai une grosse chute de confiance. Et je me dis que bah, j'ai plus le choix en fait. J'avais tellement pas confiance en moi à ce moment-là que bah, je devais tout essayer parce que j'avais plus rien à perdre en fait. Parce que c'est vrai quand on te voit maintenant, on fait ouais non impossible, t'as toujours eu confiance en toi, tu vois, mais apparemment c'était pas le cas, tu vois. Ah non, 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 Souvent quand on voit la c'est. personne, on regarde pas ce qu'ils sont passés, on fait ouais vas-y elle est trop forte, tu vois. Ou... Moi, je suis tellement d'accord, mais c'est un truc qu'on connaît beaucoup dans le développement Ouais, personnel. bah, On te dit quoi? On te dit qu'on regarde la fin de l'histoire, hein. Quand on bah voit ouais. une belle histoire, on se dit en fait qu'on voit seulement la fin de l'histoire. Mais en vérité, moi, c'est un message que je continue de porter et je me rappelle encore du Nicolas il y a quelques années, parce qu'au fond, c'est toujours la même personne. On peut tous, et t'en es aussi un très bel exemple, on peut tous énormément changer en changeant un peu notre perception, notre environnement et puis notre confiance en soi. En faisant des petites actions accessibles, c'est ce que je dis aux jeunes, faites des petites actions accessibles pour vous. La méthode des petits pas, ça marche très bien. Tu t'as dû faire ça, je pense. Ouais, carrément. Ouais. Et tu t'es intéressé au côté dev perso ou t'étais plus sur la prise de parole, toi? Alors moi j'étais vraiment dans le développement personnel. Ouais. Je regardais beaucoup, bah, tu sais, les David Laroche, j'aimais beaucoup regarder ce qu'il disait. Et j'étais dans une logique de voilà, je veux gagner confiance, je veux me développer. J'étais pas du tout intéressé par la prise de parole. Et c'est venu, première année de master à Sciences Po, où en fait j'ai découvert une association d'éloquence. Et je me suis rendu compte que ça me faisait très très peur de parler en public. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant, ça va être un super challenge. Et c'est comme ça que c'est venu. Mais c'est venu sur le tas. Et au final, on le voit bien. Je pense que la prise de parole, c'est un super moyen de confirmer cette confiance qui est déjà en construction. C'est-à-dire? J'ai un peu confiance. Parce qu'on le voit bien, les gens qui veulent se former à la prise de parole, c'est pas des personnes qui partent de zéro. Donc j'ai un petit peu confiance. Et la prise de parole va être un moyen d'accéder à encore quelque chose au-dessus. Et on va continuer à se développer. Mais pour moi, c'est vraiment un moment dans une trajectoire de développement, la prise de parole. C'est pas le début, c'est pas la fin. Il y a tout un chemin en fait, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais, En fait. je pense. Et t'as encore peur aujourd'hui quand tu prends la parole ou... Ça m'arrive, ouais. Ouais. Ça m'arrive. Mais là où je pense avoir progressé, c'est dans la gestion de cette peur et l'acceptation. C'est-à-dire que ça m'arrive des fois de me dire, putain, j'ai peur là. Mais je suis OK avec ça. Je reconnais l'émotion et j'ai pas peur de ma peur. Je me dis, c'est OK, j'ai le droit, quoi. Tu l'apprivoises en fait, tu la caresses, c'est ça, tu lui parles, c'est ça. En gros, t'as peur. Ouais, alors que j'essaie, tu vois. Mais il y a d'autres situations dans lesquelles je me sens un petit peu plus en difficulté. Tu vois, ce syndrome de l'imposteur, au final, c'est un truc peut-être tu as déjà parlé dans certains podcasts, cette impression de ne pas être à la hauteur ou de se dire qu'on n'est pas à sa place. Je pense que c'est un truc qu'on porte pendant longtemps, on peut toujours le dépasser, mais on est toujours un petit peu sensible à ça. C'est un truc sur lequel je travaille dans certaines situations, avec les clients que j'accompagne, ou même pour moi. Et au final, c'est un parcours sans fin, hein. Et c'est ça qui est beau, tu vois. Peut-être surtout aussi quand on est jeune et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, aussi on se dit vas-y, je suis jeune, qui je suis pour donner des leçons aux autres. Peut-être il y a ça aussi, le syndrome de l'imposteur vient de là aussi. Peut-être que. Totalement. Totalement. Et c'est vrai que la jeunesse, on ne la voit pas assez comme un atout, alors que c'en est clairement un. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas compétent. On peut être très jeune et pourtant avoir une très grosse expertise. Et je pense que notre jeunesse, c'est une force parce que demain, moi, j'accepterais totalement de me faire former par un mec qui a 20 ans mais qui est expert sur Instagram. Donc Ouais. tout dépend du sujet et tout dépend aussi peut-être de la confiance avec laquelle on arrive. Et je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus confiance en notre âge et en nos compétences. Hein, la légitimité, c'est plus de la compétence plutôt que des barbes poivre et sel ou bien des crânes un peu dégarnis. Tu parles de compétences, mais comment tu fais du coup concrètement pour dépasser cette peur du syndrome de l'imposteur? Je sais que je l'ai un petit peu, tu vois, moi en mode vas-y, je suis pas légitime, tout ça, qui je suis pour dire aux autres quoi faire. Comment tu dépasses ce blocage en fait? On peut dire que c'est un peu une croyance en fait dans ta tête. Totalement, ouais. Mais très concrètement, je vais te dire, je me suis posé et je le fais souvent à chaque fois que je sens que mes peurs ou que je suis pas aligné avec ce que je fais, je définis le concept de légitimité. Qu'est-ce que c'est que pour moi être légitime? Ah. Et je me demande sur quoi repose cette légitimité. Et il y a plein de choses qui peuvent justifier cette légitimité. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la compétence? Est-ce que c'est la préparation? Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est le statut? Et donc je me dis voilà, qu'est-ce qui dans cette situation va me permettre de dire que je suis légitime? Et quand j'y réfléchis bien, je pense que in fine, ce qui fait qu'on est légitime, c'est toujours la préparation. Si je ne suis pas assez préparé, bah, je ne suis pas légitime. Si
j'ai pas assez confiance en moi, je suis pas assez légitime. Et puis une dernière chose, je me pose la question, qui définit cette légitimité? Est-ce que j'attends qu'on me dise t'es légitime, ou est-ce que c'est moi qui me dis je suis légitime? Et puis peut-être encore une dernière chose, et ça c'est un truc que j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps d'une amie qui m'a partagé ça, la notion d'attention. C'est-à-dire que je peux me dire je me concentre sur moi, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis ceci ou cela, ou je peux me concentrer sur l'autre. En quoi ce que je vais faire peut apporter de la valeur à l'autre? Et là je me sens forcément légitime parce que je donne ou j'aide en tout cas, tu vois. Tu te poses les bonnes questions en fait, orienté solution, c'est ça que t'es. J'essaie, ouais. Euh, Ah, qu'est-ce qui se passe, Ludovic? Trou de mémoire? Plus de questions? Mais non, je me suis dit, quand j'ai un trou de mémoire, je consulte mon téléphone et je balance une question comme ça. Est-ce que quand on réussit, on se sent supérieur? Ah, c'est une bonne question. Supérieur à quoi? Ou à qui? Ah, Ou c'est la question? exact. À toi de voir le sens de la question. C'est, à mon avis, c'est une excellente question. Et est-ce qu'il y a un danger, pour rebondir sur ça, de se sentir supérieur aux autres, de dire, Je pense on peut se sentir supérieur, ouais. Ouais. Quand on réussit, alors toujours la réussite, faut pas qu'on se mente ici, mais réussir c'est hyper subjectif. Hein. Moi je connais des gens, moi ça m'a surpris. Tu vois, un des critères de réussite, et je vais pas m'en cacher, c'est de gagner plus d'argent. Quand j'étais petit, mes parents n'étaient pas forcément très riches, et c'est un truc je pense qui m'a marqué. Et quand on réussit, donc imaginons pour moi que j'ai plus d'argent, est-ce que ça veut dire que je me sens supérieur? Dans mon cas, je pense pas. Mais je sais que j'ai un ego ouais. à canaliser parce que tu sais quand j'ai la chance de former pas mal d'élus de partis politiques, des gens qu'on voit parfois à la télé, ça m'est déjà arrivé d'être en contact avec certaines personnes. Quand tu rentres chez toi, tu es hyper heureux, tu te dis waouh putain je suis trop fort, tu te tapes sur l'épaule et tu commences à te saucer. C'est à mon avis un danger parce que si on entre dans cette dynamique là, on arrête de se former et on se voit comme la référence Ouais. de toute chose. Donc à mon avis c'est un danger, ça peut être bien aussi pour gagner confiance, mais ça peut être problématique. Je pense qu'on peut répondre oui à ta question, dans le sens où quand on réussit, on peut se sentir supérieur. Maintenant, c'est un peu l'échec de la réussite. Tu vois, c'est un peu le verre qui est dans le fruit. C'est-à-dire qu'en gros, réussir, ça se fait jamais qu'avec du positif. Il y a forcément du négatif qui va avec. Et je pense que l'ego peut être quelque chose d'assez négatif. Maintenant, il faut toujours être capable de transformer et de se dire, voilà, est-ce que je réussis pour me dire, in fine, je suis vraiment le meilleur, je suis super fort et j'écrase tout le monde? Ou est-ce que je me dis qu'en fait, si moi je réussis, c'est que peut-être que mon environnement ou les gens autour de moi réussissent, et donc en faisant réussir les autres, je me fais réussir aussi. Tu vois. C'est une question de positionnement. Point de vue. Ouais. Après, c'est comme la confiance en soi, chacun a des niveaux différents de confiance. Je sais pas si tu vois Michael Youn, tu vois qui c'est. Ouais, carrément. Quand je l'ai interviewé, il me disait qu'il n'avait pas confiance en lui, tu vois. Et j'ai fait, dans ma tête, j'ai fait un gros claque en mode waouh, mais en fait, chacun n'a pas confiance en lui, chacun a vraiment des niveaux différents de confiance, tu vois. Du coup, c'est plutôt intéressant. Tu as dit qu'il avait pas confiance en lui? Ouais, il disait, ouais, j'ai pas confiance en moi, mais du coup, je le compense par le travail, tu vois. Et dans ma tête, je fais, ouais, le gars, il a pas confiance en lui, mais il monte ses fesses à tout le monde, tu vois. Genre, what the fuck, tu vois. Alors qu'en fait, je pense que c'est juste un pourcentage de confiance. Chacun a pas confiance en lui, mais il se dit lui-même, moi, j'ai pas confiance en moi, mais peut-être aussi une croyance aussi, je sais pas. Ça se trouve, il a plus confiance que quelqu'un qui dit qu'il a confiance ouais, en lui. Voilà, Quoi. c'est ça. Voilà, c'est ça. Chacun a des niveaux différents, c'est ça que je voulais dire. C'est clair, t'as raison. Peut-être ça marche aussi pour l'ego, et c'est chacun a un ego, mais plus ou moins. Je suis d'accord. Mais moi, je sais, tu vois, que j'en ai déjà souffert dans le sens où ça m'a fait faire des mauvais choix, où ça m'a poussé à dire des choses que j'ai regrettées par la suite. Mais après, je pense pas être différent des autres. Je pense qu'on a tous un certain ego, que les gens qui réussissent, comme tu dis, forcément sont touchés par ça. Et même les gens qui n'estiment ne pas réussir sont aussi touchés par ça. Je pense qu'on est tous des êtres humains et qu'on a tous cette envie de réussir. Parfois, quand on se pose, on se dit, mais j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais ce serait une chimère de se dire qu'il y a des gens qui sont super gentils et qui n'ont pas envie de réussir avec les conséquences que ça peut générer. Et il y a des gens qui sont super méchants et qui pensent qu'à leur gueule. Moi, je pense que c'est beaucoup plus gris que ça, la réalité, tu vois. Après, il y a peut-être aussi ton entourage qui te redescend sur terre à un bout d'un moment aussi. Si t'es bien entouré aussi, ça peut aider, quoi. C'est bien vrai, c'est clair. Je sais que j'avais un entrepreneur qui me disait ça, que ouais, il prenait la grosse tête, tu vois, mais qu'au final, son entourage l'a très vite repoussé en mode ouais, redescend sur terre tranquille, tu vois. Je pense que ça t'est déjà arrivé, toi? C'est important d'être bien entouré, du coup. Ouais, non, moi j'ai très peur de prendre la grosse tête, du coup, je suis en train de poser la question, ouais, comment tu fais pour prendre la grosse tête et tout. Mais au final, je pense que la réponse, c'est qu'on prend la grosse tête quand on fait des choses et que ça marche, tu vois. Mais il faut juste prendre un peu de recul et redescendre un peu sur terre, tu vois, je pense. Ça, c'est mon avis, tu vois. Donc c'est un peu, mais c'est une réflexion qu'on a ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, réussir,
c'est pas forcément que positif. Il y a aussi des contre-coups dans le fait de réussir, parce que toi, t'as pas envie de prendre la grosse tête, mais Ouais, je est-ce que pense ça veut dire qu'il faut prendre la grosse tête pour ouais, c'est réussir? ça. Ouais. Ou vice-versa, est-ce que ça veut Ouais. dire que réussir nécessite d'avoir pris la grosse tête en amont? Mais Après, pour c'est assez répondre à ta psychologique, question, quoi. ouais, je pense que c'est C'est très ça. psychologique. Je reste dans ma tête. Je crois que c'est pour ça. Je suis trop dans ma tête, peut-être pour ça. Peut-être qu'il faut que je fonce et que je me pose pas de questions. Ouais, je sais pas. Tu vois, quand on prend des exemples de personnalités qui sont très connues, moi, on parlait tout à l'heure de certains coachs en développement personnel qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est face à des personnes qui, de fait, ont pris un peu la grosse tête Ouais. dans nos référentiels à nous. On se dit, mais les mecs, ils sont un peu déconnectés, ils en viennent à dire des choses qui sont juste un peu abusées, quoi. Enfin, moi, je souffre et il me dit, oui, il faut que tu sois motivé, que tu ailles 2 fois par jour à la salle de sport. Moi, il faut aussi être réaliste, tu vois. Maintenant, on peut aussi se dire que ça peut avoir des bons côtés, de prendre la grosse tête. C'est une manière de gagner confiance en soi. Mais dans quelle mesure? Moi, j'aime beaucoup citer un mec qui s'appelle Charles Pépin, je crois, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La confiance en soi, une philosophie. Il explique qu'avoir confiance en soi, c'est pas seulement quelque chose de personnel. Je peux pas avoir confiance en moi tout seul, mais c'est toujours une affaire de relation. J'ai confiance parce que tu me donnes confiance. Tu as confiance parce que je te donne confiance. Donc la confiance, c'est quelque chose qui se donne ou qui se prend. Je ne me sens pas en confiance dans cette situation parce qu'il ne me donne pas confiance. Ouais. Si quand j'étais petit, j'ai appris à faire du vélo, c'est parce que j'avais confiance en mon papa qui m'a appris à faire. Donc la confiance se transmet, c'est toujours une affaire de relation. Et en l'occurrence, dans ces cas-là, je pense que la notion de relation dans la confiance, elle n'existe plus. C'est-à-dire que j'ai confiance indépendamment de ce que les autres peuvent penser de moi ou dire. Du coup, dans la prise de parole, il faut avoir un minimum confiance. C'est ça que tu es en train de dire, du coup. Ou alors faire semblant d'avoir confiance. T'as beaucoup de... Alors, ça, c'est un sujet qui est passionnant. Faire semblant d'avoir confiance. Tu as dû forcément regarder la conférence TED de Amy Cuddy. Pas du tout, mais je regarderai après. Non, tu vas voir, c'est passionnant. Passionnant. Tu en as sûrement déjà entendu parler. En gros, dans sa conférence, deuxième puce regardée de l'histoire de toutes les conférences TED, elle explique que il y a un lien entre notre posture et notre physiologie. En gros, la manière dont je me tiens influence mon taux d'hormones dans le corps. Si je me tiens bien droit, dans une power posing, je vais augmenter mon taux de testostérone et baisser le taux de cortisol, qui est une hormone associée au stress. Et si je me tiens mal, c'est l'inverse. J'augmente mon taux de cortisol et je diminue mon taux de testostérone. Il y a un mal, ceux qui ne voient pas, ceux qui sont avachis, c'est ça, comme ça, qui regardent par terre, qui sont pas droits, c'est ça. Exactement. Il faut bien être droit, quoi. Je crois que j'avais vu qu'il fallait être comme ça pour la chaise, je peux tenir comme ça. Là, vous le voyez pas, mais en gros, j'ai les fesses qui sont au bord de la chaise et je suis droit comme ça. Voilà. Ça, apparemment, serait la bonne posture, du coup, idéale pour. Alors, idéal, je sais pas, mais en tout cas, elle a des conséquences physiologiques Ouais. sur toi. Et cette posture, alors, le truc, c'est que ça n'a pas été vérifié scientifiquement. On a réalisé plusieurs essais. Avec un groupe, ça marchait, avec un autre, ça marchait pas. Donc, sûrement qu'il y a de l'effet placebo. C'est-à-dire qu'en gros, je sais que c'est la bonne posture, donc je vais augmenter inconsciemment ma quantité de testostérone et diminuer le taux de cortisol. Et donc, pourquoi je te disais ça? C'est parce que tu me demandais à la base. Il Désolé. s'est perdu. C'était on peut faire semblant d'avoir confiance quand on prend la parole. Merci. J'applique des outils extérieurs pour gagner en confiance, de manière physiologique. Maintenant, tu vois, j'ai déjà entendu des personnes en formation à la prise de parole qui me disent mais moi, j'ai fait une formation avec un coach qui m'a dit voilà, si tu as du mal à regarder dans les yeux une personne, tu vas la regarder au niveau du front. Comme ça, tu vas réussir à tenir le regard. On avait dit au niveau du nez, moi, on m'a dit ça. Ou on t'a dit peut-être entre les deux yeux, au niveau ouais, du nez, là. Regarder le nez, ouais. Voilà. Pour moi, c'est triste parce que c'est des ersatz, des solutions de facilité. C'est-à-dire qu'en gros, je résous pas le problème, mais je vais mettre un petit pansement. Et en vérité, le vrai problème, c'est pourquoi j'ai du mal à regarder quelqu'un dans les yeux. Est-ce que c'est parce que le regard, c'est un objet de domination pour moi? Est-ce que c'est parce que le regard me rappelle que je suis le centre de l'attention? Donc, si je ne travaille pas en profondeur, je vais faire un travail de surface qui ne sera pas pérenne. Sur le long terme, je serai toujours en difficulté ou je résolverai pas mes peurs. Pour moi, on peut, sur le très court terme, faire comme si on avait confiance, mais sur le long terme, il faut absolument gagner en confiance et en soi et en l'autre pour créer quelque chose de qualitatif, et pour soi et pour le public. Et comment t'as fait du coup pour gagner confiance? Alors moi justement, ça a été ces outils du coaching qui m'ont beaucoup aidé. On parlait du regard tout à l'heure. Moi j'étais persuadé de par ma culture que voilà, regarder un adulte dans les yeux, c'était pas bien. Et qu'il fallait pas faire ça et que en tant que timide, il fallait toujours regarder par terre, montrer une forme de déférence, de respect. Sauf que c'est pas vrai. J'ai changé un peu les croyances que j'avais, notamment sur le regard en prise de parole. Moi, je pense que le regard, c'est un objet d'intérêt. Je m'intéresse à l'autre en le regardant. Et c'est en ne le regardant pas que je lui manque de respect. Et aujourd'hui, j'en suis conscient et j'en suis certain.
d'autres croyances. Il y a beaucoup de croyances, tu es évidemment au courant. Le fait d'oser, demander, hein, en tant qu'ancien timide, puisque c'est ton cas également, à demander, c'est très mal vu. Qu'est-ce qu'il veut, lui, pourquoi il demanderait, pourquoi pas. Alors qu'en vérité, demander, c'est tout simplement oser. Et je pense qu'on manque beaucoup d'audace. Et l'audace, c'est une croyance à avoir ou à ne pas avoir. Et en France, on nous apprend malheureusement très tôt, hein, à manquer d'audace et à être comme tout le monde. Comme demander l'heure à des gens, il y en a qui ont peur, tu vois, et c'est une croyance, du coup tu vas voir et tu casses ta croyance, tu te rends compte qu'au final c'est possible. C'est plus ça, tu dis, passer à l'action pour casser ses croyances, c'est plus ça que... C'est Si exactement. je reformule, c'est ça. C'est exactement ça. Après, il faut que les actions elles soient toujours, comme tu parlais tout à l'heure de la méthode des petits pas, elles soient pas trop grosses parce que sinon ce sera trop difficile à faire. Et il faut qu'elles permettent d'avoir un déclic du style en fait, mais ce que je pensais c'était faux. Et le plus difficile, c'est toujours le premier pas, hein. Tu sais, c'est toujours difficile de faire décoller la De se lancer, fusée, ouais. mais une fois qu'elle est lancée, bah, c'est beaucoup plus simple. C'est quoi un effet boule de neige, c'est ça que tu... Ouais, exactement. Un effet boule de neige. Et puis, tellement boule de neige que je vais même entraîner des personnes autour de moi pour faire pareil. Et puis, ça va être tout un pays. Et puis, ça va être tout un monde. Et on en arrive à cette notion de changer le monde en se changeant soi-même. Et justement, est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes qui veulent se lancer mais qui osent pas, tu vois, ils sont dans leur tête et ils osent pas, ils font non, je suis trop timide. Non, j'ai pas confiance en moi, non, je suis pas légitime, tu vois. Et du coup, ils font rien. T'as des conseils à... Est-ce que j'ai des conseils? Peut-être ou pas. Je peux parler de mon parcours. Moi, je Tu pense peux. que c'est terrible à dire, mais tu sais, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce que il faut avoir touché du doigt ses limites pour aller beaucoup plus loin? C'est-à-dire que tant que je suis dans un entre-deux, dans, au fond, pas une grosse souffrance, bah, je vais rester un peu comme ça. Et une solution que proposent certaines personnes, c'est de souffrir, d'être vraiment dans la souffrance, pour se dire, voilà, il faut vraiment absolument que je remonte et que je mette en place des actions. Moi, quelque chose que je peux recommander et qui est très utile, c'est de s'entourer de personnes inspirantes ou de gens qui nous motivent. Pourquoi? Et ça peut être pas forcément en physique, ça peut être même des gens sur YouTube ou des vidéos. Pourquoi? Si on prend cette analogie, tu vois, imaginons qu'on est tous des graines, on peut être planté dans des terreaux hyper vertueux, et dans ce cas-là, on va bien pousser, à côté des arbres qui ont eux-mêmes déjà poussé. Je suis une super graine, on me plante dans un terreau pourri, je pousserai jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres sont en partie responsables du fait que je pousse ou pas. Et je pense que c'est très vrai dans la vie, dans le sens où on n'est qu'un être humain, chacun d'entre nous. Et on n'est pas seul responsable de sa réussite, on n'est pas seul responsable de ses échecs. Donc autant s'entourer de personnes qui pourront provoquer cette réussite, ça ne veut pas dire qu'ils en sont les seuls responsables, mais s'entourer de personnes qui nous inspirent et qui font ce qu'on n'ose pas faire, c'est peut-être une super manière de commencer déjà à faire quelque chose d'accessible et d'utile. Et puis même si t'étais tout seul, ton entreprise et ton asso, ça aurait pas été très très loin, quoi. C'est ce que Et tu as tout à fait raison. Moi, j'avais créé. concrètement, quoi. Bah, tu as fait raison, vraiment. Moi, j'avais créé un projet qui s'appelait Nicoach à l'époque. Je crois que tu le suivais en plus. C'est possible, ouais. Et c'était. Voilà, t'en rigoles et t'as bien raison. Je... Mais moi, t'as appris, t'as feedback, tout ça, et t'apprends tes Exactement. heures, et comme ça, tu fais mieux plus tard. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai compris que tout seul, on allait plus vite, mais qu'ensemble, on allait plus loin. Ah, Et aujourd'hui, j'ai plus envie de bosser tout seul. C'est pour ça que tout le boulot que je fais, c'est toujours en association, en structure, à plusieurs, parce que je ne suis pas assez tout seul pour penser que les idées que je vais mettre en place sont les meilleures, sont les mieux mises en pratique. Je pense que on a toujours besoin d'être challengé par le point de vue extérieur et par d'autres personnes. il y a aussi le principe de temps aussi, ça demande beaucoup de temps, faut déléguer aussi parce que tu peux pas tout faire d'un coup, genre gérer la compta, gérer la communication, gérer le marketing. C'est un truc de fou, faut vraiment être à plusieurs pour avancer plus loin, comme tu disais, quoi. C'est clair. Après, ça ne veut pas dire que tout seul on peut rien faire, hein. Ouais, Je ouais, pense c'est qu'on peut sûr. déjà Mais... faire beaucoup. ouais. Mais quand on s'associe avec des gens qui sont dans la même dynamique, qui ont une vision similaire à nous et qui ont une grosse motivation, bah, les jours où on est un peu plus down, bah, ces personnes-là vont nous remonter parce qu'elles seront au rendez-vous et elles ont les mêmes objectifs que nous. Donc ça aide à se motiver. Hein, tu sais, il y a deux manières de se motiver quand on est au contact des autres. C'est soit on est en compétition, donc c'est l'un contre l'autre, soit on est en coopération, l'un avec l'autre. Ça dépend des situations, C'est mais plus les deux l'école, peuvent la être... compète, non? Vite fait. Et t'as raison, hein. L'école, ça crée de la compétition, et quand on avance dans l'université, on crée des petits groupes de coopération dans un ensemble de compétitions. Mais les deux logiques permettent de gagner en efficacité. Est-ce que tu as des conseils pour prendre la parole en public, ce que tu aurais aimé savoir avant que tu te lances?
dans tes expériences? Ce que j'aurais aimé savoir. Alors, euh, je pourrais parler de manière très technique, dire voilà, il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela. Je pense que ce serait pas utile parce que ça dépend toujours des contextes. Mm. Là, tu me parles de la prise de parole en public. On parlait tout à l'heure des croyances. Je pense que c'est le premier travail à faire. C'est-à-dire que voilà, est-ce que j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Et quand tu regardes un petit peu les peurs, il y a des peurs qui sont assez récurrentes. J'ai peur de stresser, j'ai peur de faire des erreurs, ou j'ai peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, et d'avoir des blancs. Qu'on se foute de moi aussi. Ou qu'on soit ridicule, qu'on se foute de moi. Ces peurs, il faut bien comprendre quelles en sont les origines. Est-ce que c'est une expérience passée? Est-ce que c'est que j'ai vu quelqu'un dans cette situation-là? On peut essayer de les rationaliser. On peut essayer de penser les conséquences. Qu'est-ce qui se passerait si on se foutait de moi? Ou on peut essayer de mettre en place de nouvelles croyances. Concrètement, avec la peur de faire des erreurs. Ce que je fais pas mal avec mes clients, c'est ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir ensemble le concept d'erreur. Et quand tu les entends, ils me disent bah, écoute, une erreur, c'est quelque chose de négatif, c'est un truc à ne pas faire, c'est un problème. Je leur dis ensuite voilà, essayez de définir le concept d'erreur de manière positive. Ils me disent bah écoute, peut-être que l'erreur, c'est de la réussite différée, dans le sens où je dois d'abord échouer pour réussir. Je leur fais ah, c'est intéressant. Et dans ce cas-là, est-ce que tu as le droit de faire des erreurs? Ah oui, j'ai le droit de faire des erreurs. Et donc si j'ai ce déclic-là, alors c'est facile de le dire dans un échange, mais si j'arrive à avoir ce déclic-là dans une prise de parole parce que je prends la parole et que je fais une erreur et ça se passe bien, bah dans ce cas-là, je serai beaucoup plus souple avec cette croyance-là. Donc il y a beaucoup de croyances à dépasser. On peut apporter de la technique ensuite. Qu'est-ce que je fais de mes mains? Qu'est-ce que je fais de mon corps? Comment je positionne mon regard, ma posture, ma voix? Mais je pense qu'il y a d'abord tout un travail de confiance à gagner qui passe par beaucoup de croyances à recommencer, ou en tout cas à replacer. Un travail d'introspection, en fait, ça que tu préconises du coup à faire avant de travailler sur la forme plus du discours, ça s'appelle ça? Ouais. Tu préconises? Oui, enfin, mais les deux sont importants. Oui, les deux sont importants. Il y en a qui se concentrent vraiment sur la forme, comme je te disais tout à l'heure au collège, lycée, c'est vraiment fait la forme, après on verra. Limite, même pas, on n'est même pas formé. Enfin, si tu disais que bientôt, maintenant, ça allait arriver qu'il y avait des formations au collège. Enfin, je sais pas si tu peux expliquer. Ouais, tout à fait. Alors, pour dire, en gros, j'ai vu ça il y a pas longtemps, c'était quoi? C'était il y a 2-3 jours. Il y a une réforme au collège qui permet à certains professeurs volontaires d'avoir un cours qui s'appelle Éloquence en 3e. Ce cours, c'est 30 minutes par semaine et il permet à des élèves de 3e de suivre un cours d'éloquence avec leur professeur de français. Alors ce cours, l'idée, c'est pas forcément d'apprendre que les techniques de prise de parole, comment on fait pour regarder, etc. Mais c'est surtout d'organiser un projet final en lien avec la prise de parole. Donc battle d'éloquence, match d'improvisation, théâtre, pour que les élèves soient familiarisés avec le concept de prise de parole sans pour autant manquer de sens. On n'est pas des sophistes, mais c'est plus voilà, donner du sens à la parole et lui donner de l'importance. Du coup, c'est super méthodique, c'est en test pour l'instant et après, ça sera. C'est ça. Et après, il y a le grand oral qui arrive aussi en 2021 pour les lycéens. C'est ça. Et du coup, ouais, je trouve ça assez intéressant. Après, à voir comment ça sera fait, mais je trouve que c'est assez intéressant. On aurait rêvé de faire ça. Hein. Mais grave. Ah, d'accord. Mais même à la fac, on n'apprend pas ça aussi. La prise de parole, c'est souvent mis de côté, quoi. Même, j'avais vu aussi des avocats, ils sont pas formés spécialement à la prise de parole. Faut qu'ils fassent des. Je pensais qu'ils étaient formés à ça, mais on m'a dit que j'ai une pote qui est en train de passer le barreau. Elle me disait que les avocats, ils savent pas plaider, tu vois. Alors que dans ma tête, je fais what? Comment c'est possible? Et c'est vraiment drôle que tu me dises ça. Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu une demande de coaching avec une jeune élève avocate, Ouais. une jeune femme avocate. Maintenant, elle est plus élève avocate. Et elle me disait qu'elle avait besoin de conseils pour prendre la parole. C'est vrai que c'est son métier, donc on peut se dire comment ça se fait. Je pense qu'il y a des raisons qui expliquent ça, c'est-à-dire que pendant longtemps, tu sais, la prise de parole, la rhétorique, c'était vu comme l'art du traître. En gros, celui qui veut apprendre à manipuler, à convaincre, c'est que le fond de ses idées, c'est pas très clair. Sauf qu'en vérité, c'est pas vrai. Je peux être très convaincu par ce que je dis, mais si je sais pas comment faire, si je suis impressionné, si j'ai des croyances bloquantes, ça passera pas. Donc, tu es là pour la coacher, du coup. Ouais, c'est ça. Donc on va voir ensemble, on verra comment on pourrait travailler ensemble, mais moi je pense qu'on est là sur un art qui doit être à la portée de tous, parce que prendre la parole, c'est prendre le pouvoir, et je ne vois pas pourquoi certains auraient la chance d'être plus à même de prendre le pouvoir plutôt que d'autres. Est-ce qu'il y a des personnes types que tu croises dans les ateliers ou c'est un Ouais. peu de tout? Ouais, il y a des personnes Qu'est-ce types. qu'ils viennent te voir, pourquoi exactement? Alors je vais te dire, Ouais. il y a des personnes qui viennent parce que timides, on n'ose pas trop prendre la parole en général, il y a des phénomènes de blocage au niveau de la respiration, c'est-à-dire que ces personnes vont avoir un petit peu de mal à penser, réfléchir quand elles prennent la parole, vont pas trop oser parler et puis leur respiration va être un peu saccadée. Donc là on est sur des personnalités un peu timides.
il y a aussi des gens qui sont très extravertis. Donc ils sont très à l'aise pour te parler de toi à moi, mais qui vont être mal à l'aise dès qu'il faut parler en public. En général, c'est parce qu'il y a une expérience passée qui s'est mal passée, ou bien parce qu'elles ont des croyances qui leur ont été données par les parents ou bien par l'environnement, que la prise de parole, c'est quelque chose qui fait peur. Et puis, on va avoir le troisième type de personnes qui sont plutôt bonnes déjà, qui sont assez à l'aise à l'oral, mais qui veulent travailler l'éloquence et être encore plus à l'aise. Et là, on va utiliser des méthodes d'art oratoire, parfois des outils du comédien, pour gagner en aisance. Mais voilà, 3 types de publics: timides, extravertis et plutôt à l'aise, qui veulent encore plus progresser. Et tout en fait, c'est ça qui est bien. Mais il y a tout le monde, parce que Ouais. tout le monde, je pense, a vraiment besoin de ça. On est sur un art politique dans le sens où parler, c'est s'engager, c'est agir. Et pourquoi une personne qui a été formée, qui est plus à l'aise, aurait plus le droit de parler qu'une personne qui n'a pas été formée, qui est moins à l'aise? Tu vois, donc moi je suis hyper content que le métier que je fais ait une dimension presque politique, ou potentiellement politique, parce qu'elle concerne tout le monde. Et c'est ça qui est fort à mon avis. Personne ne devrait ne pas avoir la possibilité de se former. Tout le monde devrait pouvoir se former. Les solutions maintenant. Les solutions, Allez, bah, les allez me voir solutions, sur YouTube, tranquille, abonnez-vous, c'est ça. bah, les solutions que moi je propose, moi, déjà, j'ai mon cabinet de formation à prise de parole à Paris. Euh, je pense que chacun peut déjà se former à son niveau. Tu sais, il existe beaucoup de bouquins sur le sujet. Alors, je vais citer un confrère, mais ça me dérange pas parce que je pense que son bouquin est de très bonne qualité. Adrien Rivière, qui a écrit Prendre la parole pour marquer les esprits. C'est un bouquin qui est très précis, qui détaille chacune des étapes à travailler pour prendre la parole de manière efficace. Très précis donc. Beaucoup de bouquins sur le sujet, mais d'une manière générale, dès qu'on a l'occasion de prendre la parole dans des groupes, de lever la main à l'école, de pouvoir s'exprimer, il faut voir ça comme des entraînements à la future vie professionnelle. Ou parler à son coiffeur ou sa coiffeuse aussi, ça peut être Bien sûr. l'occasion de parler quoi, si tu parles pas. Et de dépasser certaines croyances qui peuvent être parfois bloquées et présentes en nous. Ouais. Passer à l'action, oser, même si on a peur en fait, parler à des inconnus, c'est ça que tu préconises. Et même pour te dire, oser, même si on a peur, mais surtout oser si on a peur. Donc le même, pour moi, on peut l'enlever. C'est oser surtout si on a peur. Si on n'a pas peur, bon, on ose, pourquoi pas. Mais si on a peur, on doit oser. Alors, je dis pas que la peur est toujours une bonne boussole, parce que tu vois, je peux avoir peur de me faire écraser, et c'est bien d'avoir peur de se faire écraser. Mais dans certaines situations, il y a des peurs apprises qui nous sont inutiles. Et ça, c'est dommage. T'as des exemples? Ouais. Par exemple, tu vois, tu parlais du coiffeur depuis tout à l'heure. Mais on est tous un peu comme ça, mais vu que c'est des choses qui sont très personnelles, on n'en parle pas. Combien de personnes se disent je dois pas trop lui parler à mon coiffeur, j'attends que ce soit lui qui fasse le premier pas? Ou avec des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quand on veut créer des relations plus personnelles. Et des fois, on passe à côté de certaines choses et on se dit mais pourquoi j'ai pas osé? Ça crée de la frustration, ça crée de l'incompréhension. Tout ça parce qu'on n'a pas appris à communiquer, parce qu'on ne sait pas comment faire. Et toi, tu te nourris des peurs ou de tes peurs, je veux dire? Tu l'utilises J'essaie. ou Mais alors tu vois- tu t'ennuies quand t'as pas peur? Alors, Ça t'arrive des fois quand tu prends la parole, t'as pas peur et du coup tu fais voilà, c'est pas challengeant du coup ça. Non, ça t'arrive ou pas? oui, Ouais. ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire de manquer de stress. Ouais. Et là, tu te dis, Pourquoi? alors pourquoi? Sûrement parce que t'as pas assez dormi, etc. Moi, c'était ça mon cas. Mais dans ces cas-là, on se dit que c'est beaucoup moins attrayant. Mais pour être un peu plus humain, parce que c'est important, moi j'ai plein de peurs. Comme tous les humains en fait. Ouais, mais tu vois, Ouais. depuis tout à l'heure, je donne beaucoup de conseils, donc je pense que c'est bien aussi de dire quelles sont les peurs que j'ai, Ouais, parce que vas-y. sinon ça fait le mec qui a pas de peur. Moi, une des peurs sur laquelle je travaille pas mal, c'est, de toute façon, c'est toujours pareil, toutes les peurs liées au rejet. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien, tu vas passer du temps avec des gens, etc. Et j'aime pas sentir que je suis rejeté, que je suis pas dans le groupe. Donc du coup, parfois, je vais faire le mec qui aime bien créer une bonne ambiance, faire en sorte que ce soit sympa. Mais en vérité, parfois, je le fais, je suis trop gentil, ça peut m'arriver d'être trop gentil, de peur de pas être aimé. Et après, des fois, tu te dis, mais alors que le mec, c'est un gros salaud avec moi, pourquoi je suis sympa? Parce qu'il y a cette peur de pas être aimé. Après je pense qu'on l'a plus ou moins aussi cette peur, chacun. C'est dans Totalement. nos gènes, tu vois, pour la reproduction, tout ça, les relations. Être aimé quoi. Je suis d'accord. Mais des fois, et ça nous est tous déjà arrivé, on cherche de l'amour chez une personne qui, d'une, nous en donnera jamais, et de deux, même s'il nous en donnait, ça nous servira à rien. Ce serait pas utile. Après on part plus sur la dépendance affective après dans ce cas-là du coup. C'est un Voilà. autre sujet, un autre Voilà. débat. Et là, ce sera pour le deuxième podcast bientôt. Est-ce que tu te planifies dans 5 ans ou t'es juste sur un an là Est-ce que tu arrives à voir dans 5 ans?
qui tu seras, Nicolas, J'ai déjà dans un peu 5 ans? pensé, c'est encore une fois. Ou est-ce que c'est un peu trop flou pour toi et tu te cautionnes à 1 an déjà? Alors je pense que déjà c'est flou, c'est vrai. Il y a pas longtemps, j'étais à Chartres. Et j'y suis allé parce que j'étais un peu fatigué et je devais redéfinir un peu une stratégie de vie, qu'est-ce que je voulais faire, comment j'allais me développer. J'ai refait toute une série d'affirmations, je sais pas si tu fais ça, c'est des affirmations pour dire voilà, je suis comme ça, je veux ça, mon objectif c'est C'est quoi ça, tous les matins, Miracle Morning, c'est ça c'est ça. l'idée? Donc très rationnel dans mon approche. Et je me suis posé ces questions quand j'étais là-bas. Et une des réponses que j'ai trouvées, moi j'aimerais bien plus tard m'investir en politique. Comment je sais pas, avec qui je sais pas, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure, pour moi la prise de parole, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et une fin de s'engager et de porter des voix. La sienne, mais peut-être celle d'autres personnes aussi. Et je pense que le monde politique, c'est un peu la finalité de beaucoup d'entre nous. Chacun, moi je pense vraiment qu'on a chacun le droit, j'ai l'impression de donner un discours politique. C'est le mec. Mais en tout cas, moi je me vois dans ces milieux-là parce que je suis conscient de plus en plus d'injustices qui me travaillent et pour lesquelles je suis pas prêt en fait à faire le timide tel que je l'ai été. Je suis plus prêt à être timide comme je l'ai été. Et j'espère que la voie que je pourrai avoir pourra permettre de résoudre pas mal d'injustices desquelles je suis conscient de plus en plus. Pour revenir à ce que tu dis, en fait, c'est quand j'ai assisté à un de tes ateliers, tu disais que l'importance du discours, c'est pourquoi en fait tu parles en fait. Et tout part de là en fait, de pourquoi tu veux faire la politique. Du coup, c'est le pourquoi en fait. C'est la méthode Start with Why, hein, tu sais, Ouais, de c'est ça. Simon Sinek. Les cercles d'or, Ouais. tu as un cercle avec Why, How, What. Et le plus important en vérité, moi je pense que on suit Ludovic parce que c'est Ludovic, c'est vrai. Mais au-delà de la personne, il y a un message. J'ai plus envie d'être timide, chacun a le droit de parler. Donc ce message, c'est ce que les gens voient peut-être en deuxième ou en premier, je sais pas. Mais au fond, ce qu'on écoute chez une personne, ce qu'on voit, c'est son message. Je pense qu'on ne verrait pas, j'en sais rien, je pense qu'on verrait pas quelqu'un de connu. Je sais pas, imaginons que je parle de Marine Le Pen. Si Marine Le Pen, Encore politique. voilà, encore politique. Si Marine Le Pen n'était pas la personne politique qu'on connaît, je pense qu'on la verrait différemment. Et sûrement qu'on lui accorderait aucune importance, c'est vrai. Donc au fond, chaque personne, avec son faciès, son physique, est porteuse d'un message. Et c'est ce message qu'on écoute en priorité, avant tout le reste. Du coup, qu'importe si tu bafouilles ou si tu te rappelles plus, si tu as ton pourquoi qui est important, ça passe par-dessus. Du coup, c'est pas grave. Il y a un côté de lâcher prise en fait, c'est ça que je veux Ouais. dire. Exactement. Et on n'est que des serviteurs de cause, au final. Tu vois, j'étais à un déjeuner là tout à l'heure avec un mec brillant qui dirige une association. Et il m'a parlé d'un bouquin qui expliquait comment les réseaux sociaux faisaient en sorte qu'on était tous égaux. Et ce qu'il explique, c'est que au fond, demain, tu peux écrire un post qui, s'il est bien ficelé et qu'il est écouté et regardé par les bonnes personnes, demain, tu seras célèbre. Pourquoi? Parce que au fond, c'est pas Ludovic, un tel, c'est la cause qu'on écoute. MeToo, ça a été porté par une personne inconnue, je crois, dans un premier temps. Et puis après, ça a été repris. Donc au fond, on a tous le moyen aujourd'hui de porter une cause qui nous est chère. Et cette cause, elle serait écoutée grâce à notre personne. Mais notre personne, c'est quelque chose de tout petit par rapport à cette cause qui nous dépasse, en vérité. Et toi, la politique, pourquoi tu t'intéresses à ça? Concrètement, exactement, pourquoi tu veux être plus tard politicien? Concrètement, tu vois, justement, le mouvement que je suis en train de créer, Tous Orateurs, moi, c'est surtout axé sur la notion de voix et de représentativité. Ouais. La politique, c'est un monde qui, de manière idéale, est censé nous représenter. On n'a pas de voix parce qu'on donne nos voix à des élus qui nous représentent au quotidien. En vérité, je pense que on n'est pas toujours très bien représenté, qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'y connaissent pas parce que ce sont des milieux très opaques. Et moi, ma volonté, si j'étais un jour élu, Moi, si en tout président. cas, moi président, moi président, il faut garder les pieds sur terre. Mais si j'étais un jour élu, je pense qu'une de mes préoccupations, ce serait de faire en sorte de rendre le pouvoir beaucoup plus horizontal. Alors, évidemment, un président, un élu doit garder une certaine distance, mais je pense qu'il est hyper important que tout le monde se sente concerné. On le voit aujourd'hui, toutes les manifestations qu'on a, toutes les personnes qui se plaignent et qui n'ont pas l'impression d'avoir trouvé des solutions, elles se sentent pas écoutées, elles ont l'impression que la politique, ce n'est pas leur milieu. Sauf qu'elles investissent quand même le champ politique en investissant la rue. Donc,
moi, mon objectif, un de mes premiers objectifs, une fois élu, je déconne, un de mes premiers objectifs, de mon investissement politique, ce serait vraiment de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Ensuite, on verra concrètement ce que ça pourrait donner, mais que chacun puisse être représenté à la hauteur et la valeur de ce qu'il porte. T'es prêt à mourir pour cette idée ou pas? Non, je suis pas prêt à mourir. Donc tant pis, mais non, je suis pas prêt. Je sais plus qui disait ça, tant que t'es pas prêt à mourir, eh ben, c'est que t'es pas motivé. Je sais plus qui disait ça, je sais plus. Je sais plus. Est-ce que toi, t'es prêt à mourir pour quelque chose, Ludo? Bah ouais, je serais prêt à mourir pour que les jeunes gagnent plus de confiance en eux, ouais, c'est sûr. Ouais, carrément. Ouais. Par diverses actions, tu vois, mais ouais. Après, peut-être que tu serais prêt à mourir, toi, pour d'autres raisons que la politique. C'est vrai. Après, c'est une question assez philosophique qu'il faut se poser aussi en mode introspection. Comme tu disais tout à l'heure qu'il faut travailler sur soi, du coup, avant de prendre la parole. Ouais, t'as raison. Cette notion d'être prêt à mourir, je la trouve... Ah, je me demande sur pourquoi je suis prêt à mourir. Ça y est, je suis en train de me faire réfléchir. Ah, il me fait réfléchir. Ouais, c'est vrai. J'ai mis un virus dans ton cerveau, là, c'est bon, en train de réfléchir. C'est une super réflexion. Je mettrai en description la personne qui a dit ça, je me rappelle plus. C'est quelqu'un de connu, hein, mais je me rappelle plus qui c'était. Bon, allez, pour finir sur ça, j'ai un petit jeu à te proposer. Je t'en prie. J'ai une liste de mots devant moi. J'ai 30 mots exactement et tu vas me dire un nombre entre 1 et 30 et on va voir où est-ce que ça t'amène. Il faudra que tu me parles de ce mot si ça te parle ou pas. Vas-y, Allez, mais balance. 1. Le sacrifice. Ah, Alors, justement, c'est une blague. alors que... Truc incroyable. Je ne mens pas, c'est vraiment le sacrifice. Je Non, confirme, c'était c'est sacrifice. l'ambition, effectivement. Je plaisante, c'est le sacrifice. Ok, donc la question c'est quoi? C'est pour qui je suis prêt à me sacrifier? Non, la question c'est vraiment si tu veux parler sur le sacrifice ou si ça te parle ou pas. Sacrifice. Le sacrifice. C'est un mot, tu vois, mais... Bah, pour reprendre un peu ce qu'on disait, quelque part tu as raison, mais le sacrifice je le vois plus comme une forme d'investissement. En gros, c'est pas forcément je me tue, mais c'est surtout je tue le temps disponible que je pourrais avoir, l'énergie que je pourrais avoir en la mettant au service d'eux. Et je trouve que même dans la prise de parole, c'est une notion qui est très noble, c'est-à-dire que l'orateur qui est très à l'aise, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir se sacrifier pour son idée, pour sa cause. Et en se disant ça, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que c'est pas moi, petite personne qui parle, mais c'est moi au service d'eux, mes idées, ma cause. Ce qui fait que beaucoup de coachs qui disent ça, on n'est qu'une courroie de transmission, on n'est qu'un messager, on n'est que Hermès, le fameux messager, qui porte un message. Et quand on se rappelle de ça, bah, paradoxalement, on se sent beaucoup plus fort, tout en étant plus petit, et on se sent beaucoup moins stressé. Parce que je parle pas pour moi ou pour être aimé ou pour ne pas être aimé. Je parle parce que il faut absolument le faire et que personne d'autre pourrait le faire à l'instant où je le fais plutôt que moi. Donc servir un message, se sacrifier pour une idée, pour un combat, pas forcément physiquement, hein, pas forcément en se tuant, mais c'est peut-être une des plus belles choses qu'on puisse faire quand on est en vie. Mais est-ce qu'il y a cette idée de quand on parle, je sais que t'en parlais, c'était de se mettre un masque quand c'est Nicolas qui parle, tu vois, en mode orateur, c'est pas le même Nicolas qui parle face à ses amis, tu vois. Est-ce qu'il y a cette idée-là aussi? Alors ça c'est passionnant, parce que c'est un sujet tu vois, sur lequel je m'interroge beaucoup moi-même. Là, ça m'a fait réfléchir, du coup je me dis ça peut faire réfléchir ceux qui écoutent. Et je pense que chacun a son avis sur le sujet. En gros, le débat ici consiste à dire, est-ce que quand je monte sur scène, que je sois un acteur, un orateur, un chanteur, un danseur, ce que je veux, est-ce que je mets un masque, sous-entendu je suis un personnage, hein, personnage c'est le masque de théâtre, étymologiquement parlant, ou est-ce que je reste moi-même? Et une fois que je me suis posé cette question, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais rester moi-même? Est-ce que je devrais être le personnage? Quand tu regardes ce qu'est un acteur c'est un personnage. Donc en théorie, un acteur ne doit pas montrer lui-même ce qu'il est. Pour moi, un orateur, c'est pas forcément un personnage, c'est plus un rôle. En gros, un peu comme dans la vie de tous les jours, je joue pas le même rôle quand je suis au travail, je joue pas le même rôle quand je suis devant ma mère, je joue pas le même rôle quand je suis devant des amis. Ouais. Pour autant, je suis pas, en tout cas, j'ai pas l'impression d'être un personnage, de mettre un masque. Mais je suis pas tout à fait le même. Et pour moi, ce que je me dis, c'est que plutôt de mettre un masque de théâtre, ce que je fais, c'est que je mets un costume. En gros, le visage reste découvert, même si la fonction incarnée par le vêtement me permet d'incarner différents rôles. Et c'est ça pour moi la différence. L'acteur joue un rôle, et il le fait super bien, et c'est pas tout le monde qui peut le faire, donc il met un masque, cache le visage, alors que l'orateur joue un rôle,
Et jouant ce rôle, il va simplement mettre un vêtement qui va rappeler aux autres sa fonction, celle de messager, mais il ne va pas cacher son visage. Donc quelque part, il est dans une forme d'honnêteté, de sincérité, même s'il s'habille des vêtements de la fonction qu'il veut incarner. Oui, mais une autre casquette, quoi, c'est ça que tu dis. Ouais, mais voilà. C'est Mais en ça, tout cas, tu ouais. comprends le truc, c'est-à-dire Ouais. que voilà, il veut pas cacher l'émotion qui est visible sur le visage. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir qu'on te dise avant que tu te lances dans l'entrepreneuriat? En général. Ouais. Genre une notion ou un clé que tu aurais aimé savoir avant que tu te lances. Peut-être qui t'aurait fait gagner du temps, peut-être. Une notion qui m'aurait fait gagner du temps, bah, tu sais, tout ce qui est lié à la paperasse administrative, moi, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup peur. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu t'intéresses à ces milieux, tu es très motivé parce que tu peux trouver beaucoup de sources de motivation. Et puis, dès qu'il faut se confronter à la réalité de comment je fais pour créer une entreprise, donc il faut que j'appelle un comptable, donc il faut faire des Ouais. devis, des factures, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, on est beaucoup plus en situation de peur parce qu'on ne sait pas trop comment faire. J'aurais bien aimé, tu vois, avoir quelqu'un qui me résume, mais ça peut se trouver facilement sur Internet, toutes ces choses à faire, ces choses obligatoires par lesquelles passer, ouvrir un compte bancaire, savoir faire une facture, un devis, pour me dire, ok, en fait, ça va, c'est difficile, mais je sais comment faire. Et je pense que j'ai eu beaucoup de peur par rapport à ça, parce que je me disais, mais je ne saurais pas comment faire, c'est galère, je remets à plus tard, voilà. T'as perdu du temps, quoi, c'est ça, en cherchant comment faire tout ça. Ouais, et T'es puis fixé sur surtout, ça, c'est ça? ouais, alors j'ai Ouais. perdu du temps, parce que forcément, il faut qu'on cherche, mais ça, c'est normal. Mais surtout, tu te dis, moi je me suis dit, je vais pas y arriver quoi. C'est une galère, enfin c'est le monde des adultes, moi je suis encore à 17-18 ans, une facture, moi faire une facture, est-ce que je peux faire une facture? Tu vois, c'est des trucs tout cons des fois, mais C'est là que t'as embauché une secrétaire, alors. et vu que t'as pas d'argent, pour moi je suis secrétaire. Non mais je pense qu'encore une fois, la notion de s'entourer de gens qui peuvent nous aider, nous conseiller, nous mentorer, c'est parfois une priorité. Et commencer par ça, c'est pas un début débile, c'est pas une mauvaise chose. Il y a Oussama Hamar, je sais pas si tu connais, qui disait qu'il fallait se concentrer sur les clients et plutôt que se concentrer d'abord sur l'administratif, tout ça. D'abord, il fallait voir s'il y a des gens qui étaient prêts à payer ton produit avant de se concentrer sur les papiers, tout ça, tout le côté. Moi je Du suis coup, d'accord. ça remonte à ce que tu disais en fait. Et il a raison, Ouais. parce que je peux bosser sur l'administratif, créer une belle boîte, mais s'il n'y a personne qui achète mon Ouais, c'est produit, ça. c'est bien T'as beau, perdu du mais, temps, quoi. mais j'ai perdu du temps, exactement, tu vois. Donc l'un après l'autre, même si il faut quand même aussi faire l'autre, parce que si t'as que des clients et que tu les gères, il faut aussi bien s'en occuper, quoi. Très bien. Est-ce que on peut te retrouver quelque part, Nicolas? Ouais, bah écoute, on peut me retrouver sur mon site, donc Silence qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc on est Yes. hyper content avec mon associé, silenceoratoire.com, et bah, sur Facebook, donc moi c'est Nicolas Mel, M-E-L. Et sinon, mon adresse Sciences Po, donc nicolas.mel@sciencespo.fr, je suis assez dispo. Ça fait peut-être un peu bizarre de donner son mail dans une interview. Ouais, si. Bon, au pire, je le mettrai en bas ou pas, comme tu veux. Je merci pourrais le mettre beaucoup. en description si tu veux. Ton C'est site, gentil. tout ça. Et d'une manière générale, Ludo, tu me dis, si tu veux qu'on se revoie, moi je suis hyper dispo. Très cool, ouais, super, grave. J'ai une question qui m'est venue comme ça avant de finir. Mm. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui, quand ils parlent, en fait, ils réfléchissent trop et du coup, ils sont dans leur tête, en fait, tu vois, du coup, quand ils parlent, en fait. En gros, j'ai l'impression de m'observer en train de parler et je réfléchis pendant que je suis en train de parler, tu vois. Par exemple, là, tu vois, je suis encore en train de parler dans ma tête, tu vois, du coup, c'est. Et tu dis un truc qui est différent de ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Alors, bah, j'ai. Schizophrénie, les gars. Alors, je pense pas. Alors, ça, c'est peut-être dû à un manque de concentration, Ouais. d'attention. Et je sais qu'un bon moyen de garder l'attention, le focus, c'est de garder le regard, pas forcément sur l'autre, mais en tout cas de le garder concentré. Parce qu'en vérité, tu vois, moi ça peut arriver à tout le monde. En gros, des fois on parle et on va venir regarder ailleurs. Et là, on répète quelque chose qu'on a déjà dit et donc on Ouais. est moins focus. Et en vérité, quand on fait ça, on communique pas, mais on est en train de parler. Et communiquer, ça veut dire effectivement être en relation et ça veut dire mettre l'attention sur l'autre ou sur le message. Et cette attention, on peut avoir tendance à la perdre quand en vérité, on n'est pas concentré sur l'autre. Et un bon moyen de se concentrer sur l'autre, c'est de se dire, voilà, là je vais me concentrer sur son regard, sa couleur d'yeux. Ah, bah, c'est marrant, il cligne des yeux. Je me concentre sur l'autre pour éviter d'avoir à être dans une forme d'introversion, qui peut être parfois forcée parce qu'on se sent un peu stressé. Ouais, ça doit être le stress. Du coup, je me dis, ouais, est-ce qu'il m'écoute vraiment? Est-ce qu'il est intéressé? Tu vois, je suis trop dans ma tête. Je suis trop dans ma tête. C'est pour ça que j'ai joué le lâcher prise. J'avais pas ma liste de questions. Du coup, là, j'avais juste des petites questions comme ça au rab au cas où que j'avais un blanc, tu vois. Mais ouais. Moi, je trouvais que tes questions étaient, notamment la première qui me marquait, très pertinente parce que bon, j'ai fait quelques podcasts, quelques interviews. Et à chaque fois, c'est un super exercice parce que c'est aussi un exercice d'introspection extravertie, dans le sens où il faut tout de suite dire ce qu'on pense. Et ça permet de créer des débuts de réflexion
Là, t'es prêt à mourir ou pas, là, t'es en train encore de réfléchir, tu vois. Ah, tu rigoles, mais en plus, ouais, je me dis, mais en vérité, pourquoi je suis prêt à mourir? Pour qui je suis prêt à mourir aussi? Mais je pense que c'est un exercice Oh, pour tes qui... enfants. Hein? Pour tes enfants futurs que tu auras. Mais alors pour mes enfants en plus, mais pour tout le monde, Ah. encore une fois, hein, ce que tu fais, c'est une forme d'introversion ouvert à tous. Et je pense qu'à chaque fois que tu interviews quelqu'un, c'est toujours un plaisir et pour lui et pour toi aussi, quoi. Ah ouais, en plus, j'apprends des trucs, parfois je fais ah ouais, je suis sur le coup en mode ah ouais, j'avais pas vu comme ça en fait, tu vois, mais ouais, grave, Mm. carrément, tu vois. C'est grave intéressant. Ouais. Écoute, non mais moi je te remercie en tout cas pour le temps que tu as consacré. Bah, merci à toi d'être passé, C'est d'avoir toi qui pris es ton passé. temps. Ouais, mais tranquille, moi j'ai pris le train, c'était pas si long que ça. 3 heures, ça va. 3 heures aller, 3 heures retour, ça, c'est pas si long. Ça va, en soi, c'est faisable. Ouais. Les grèves aussi, le moment de grève, c'était chaud. T'as commencé à passer, on t'a remboursé un mois? Ouais, ils m'ont remboursé un mois. Ouais, voilà. Mais Ouais, c'était chaud, j'étais là en mode vas-y, là je pars tous les jours et là je peux plus partir, vas-y, là qu'est-ce que je fais? Est-ce que t'as aussi ce petit conflit en mode, vu que tu fais plein de trucs, quand t'as des moments où tu fais rien, t'es en mode vas-y, faut que je fasse quelque chose là, je peux pas rien faire. Y a rien où, genre, chiller devant Netflix, c'est pas possible, tu vois. Ah oui, j'ai Ça tellement t'arrive ça. ça? Ah mais tellement. Moi en fait, ce que j'ai, tu sais, c'est quand je fais rien ou que je sors pas, je m'en veux et je me dis mais t'es pas sorti aujourd'hui. Ah ouais, c'est bon. Qu'est-ce que t'as fait? Et des fois je me remets en question, je me dis mais en fait je suis pas sorti, pourquoi? Parce que j'ai fait la sociale, tu vois. Et des fois je m'oblige à sortir, mais des petits trucs bêtes. Après bon, c'est pour aussi une bonne santé mentale, mais des petits trucs comme ça que je m'oblige à faire. Après bon, c'est aussi un plaisir. Bon, je fais du sport un peu, j'en fais au moins 5 fois par semaine, tous les matins, et c'est une obligation que je me pose. Et je pense que je le fais je le fais mais en mode bâton, c'est-à-dire que je le fais pas parce que j'aime, si, je le fais parce que j'aime aussi, mais je le fais parce que je me dis si je le fais pas, il va se passer quelque chose de pas bien et tu seras pas en forme, tu n'arriveras pas à avoir d'énergie. Mais je sais que, bah, un peu comme ce que tu disais, il y a beaucoup de mes motivations qui sont basées sur la peur ou sur l'échec. Donc je me sers, en tout cas j'ai l'impression, de me servir positivement de la peur et de l'échec en me disant, bah si tu fais pas ça, bah tu vas vraiment dans la merde. Ouais. Tu vois. Donc c'est ce que je me dis des fois. Moi j'ai cette adrénaline en mode il faut qu'il y a des gens qui me disent non, comme ça, tu vois, je suis trop content. Je prends ça un peu comme un carburant, tu vois, en mode vas-y, je fonce et tout. Et si on me dit oui à tout, tu vois, je serais trop en mode blasé, en mode ouais, vas-y, en fait, c'est trop simple. En fait, je m'ennuie, tu vois. C'est Peut-être vrai t'es comme ça aussi, mais moi je suis en mode il faut vraiment que ça soit chaud, tu vois, faut vraiment que j'aille des échecs, tout ça, pour vraiment rebondir, tout ça, je pense. Moi je suis un peu cinglé aussi, tu vois, c'est mon côté entrepreneuriat cinglé, mais je sais que ouais, faut pas que ça se passe comme prévu, sinon je m'ennuie, tu vois. Non, t'as un exemple de personne qui t'a dit non et tu t'es dit yes, c'est comme ça? Pas forcément yes sur le coup, tu vois, mais après, je suis en mode, ça crée un peu de l'adrénaline, de l'excitation chez moi, et ça fait, vas-y, faut que je me dépasse, je peux prouver qu'elle avait tort, tu vois. Quelle? T'as bien dit elle avait tort. Qu'elle avait tort, la personne. D'accord. D'accord. C'est genre ah merde, je suis grillé. Que Joséphine avait tort, quoi. Merde. Non, la personne, en tant que. Ça a déjà arrivé, je suppose, des gens qui disent non, mais t'es qui pour proposer des trucs, reviens plus tard, tu vois, mais au final, toi, tu voulais le faire, tu vois, et au final, tu as prouvé que ça marchait. T'as des exemples comme ça, toi? De personnes qui Ou croyaient des pas en moi. situations, forcément, pas Bah, écoute, forcément des personnes. Ouais, c'est pas une motivation ça par contre, mais j'ai des exemples. Tu sais, à l'époque avec Nico, comme je te disais tout à l'heure, je faisais des petites vidéos. C'est là où vous avez encore tes lunettes, non? Putain, la honte. Bah, c'est pas une honte d'ailleurs d'avoir des lunettes, c'est même une bonne chose, mais ouais. ça m'allait pas. Et j'avais mes lunettes et putain, je me rappelle, je montrais ces vidéos, mais tu sais, j'étais vraiment sans aucune honte. C'est-à-dire que voilà, c'était très moyen, c'était pas du tout préparé, pas d'attention aux détails. Et je montrais ça et je voyais qu'au fond on me regardait en mode ouais ça va, tu vois, mais cette bienveillance un petit peu tellement trop sympa qu'elle en devient une source d'ironie et de ridicule. Et donc je faisais ça, je montrais ça et il n'y avait pas de souci, c'est-à-dire que moi j'avais pas de honte, mais je sentais bien qu'on se moquait de moi. Et il y a un jour quand j'ai dit que j'ai écrit mon cabinet à une personne en particulier, donc je dirais pas non, elle était très surprise, j'ai senti dans son regard qu'elle se disait mais non il fera jamais ça, en tout cas il en sera jamais capable. Ouais. Tu vois. Reste à ta place, c'est ça. Un peu. Et tu as prouvé que justement c'était possible. Et Avec tes erreurs, t'as appris. et j'espère. Et voilà où tu es maintenant. Bah, enfin, moi, tu vois, je pense que j'ai réussi par rapport à moi d'avant, mais je sais que je suis toujours dans la trajectoire, tu vois. Et j'ai pas l'impression, tu vois, de me dire, ok, bah Nicolas qui est là, ce sera le même plus tard. Enfin, j'ai pas envie de m'arrêter là, dans le sens où je m'estime pas comme étant fini, tu vois. Justement, est-ce que quand t'es un peu dans le délire développement perso, est-ce que t'as le fantasme de toujours être la meilleure version de toi-même, du coup, à chaque fois d'être un peu déçu de ce que tu fais actuellement, tu vois, en te disant, vas-y, je veux toujours plus, je veux toujours plus.
Je pense qu'il y a peut-être aussi un piège dans le développement personnel de toujours vouloir plus et du coup se dire bah en fait ce que je fais, même si j'ai réussi des trucs, tu vois, c'est pas ouf parce que moi je veux une autre vision, tu vois. C'est des Meilleure. pièges dans lesquels tu pourrais tomber? Non, non, pas moi, mais je vois plein de personnes comme ça qui sont dans le dev perso et qui veulent toujours plus, et au final, ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont accompli, tu vois. C'est possible. Moi, un autre piège que je vois beaucoup, c'est le fait d'être très centré sur soi. En gros, voilà, il faut que je me développe, il faut que je fasse ci pour moi, il faut que je fasse mon sport, il faut que je mange bien. Et du coup, on se désocialise et on en perd l'importance de l'action collective. Il y a un truc que j'aime bien dire, mais que je me pose à moi-même. Imaginons que demain on soit gouverné par un dictateur et que tout aille mal. Est-ce que la solution va être de se dire il faut que je me convainque que je suis le seul responsable de mon malheur et de mon bonheur et donc il faut que je me dise que tout va bien? Non, moi je pense pas. Je pense que l'action collective, le fait de travailler ensemble, c'est parfois la solution à des problèmes qui nous dépassent. Et on n'est pas le seul responsable et de son bonheur et de son malheur. Ce que le développement personnel nous dit, si tu vas pas bien, c'est parce que tu penses pas bien, c'est parce que tes croyances sont mauvaises, ou même peut-être parce qu'il y a un dictateur aussi. Donc parfois la faute elle est extérieure et le développement personnel nous dit pas que ça, nous dit que voilà, je suis responsable moi à mon niveau, sauf que c'est pas vrai. On est aussi qu'une personne, on n'est qu'un être humain et un être humain c'est pas assez pour expliquer beaucoup de choses qui nous arrivent. T'as des erreurs que t'as fait dans le développement perso, tu te rends compte? T'en as Ouais. fait? Ouais, j'en ai fait Genre beaucoup. Bah, c'est celle dont je te parlais, moi c'est marrant que tu me dises ça, j'allais jamais en parler. Celle d'être auto-centré. C'est-à-dire que voilà, je me rappelle à un moment ma journée c'était de passer que la journée avec moi-même. Voilà, je commençais le matin, j'allais faire du sport, ensuite je lisais, ensuite je mangeais, je faisais attention à ce que je mangeais, donc je prenais du temps pour faire à manger, et puis ensuite je regardais des vidéos YouTube. Donc il n'y avait aucune place pour l'autre, parce que je me disais mais ça sert à rien en fait les autres. Mais 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 c'est terrible de penser comme ça parce qu'on en est égoïste et Tu te faisais des bisous tous les soirs, ça? presque, Parce que- presque tu vois, mais en vérité on a tellement besoin des autres et tout ce qu'on fait c'est pour être aimé. Donc c'est une chimère et c'est une fausse croyance de se dire qu'on peut être autosuffisant. On peut s'aimer et être bien dans la solitude, mais on est fait pour vivre avec les autres. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi quelque part. Et faut pas se laisser avoir par cette croyance qui consiste à dire qu'on peut et qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. C'est pas vrai. Et d'une certaine manière, on n'est pas non plus victime de tout ce qui nous arrive. C'est toujours un juste milieu. Faut nuancer, quoi. Faut pas, c'est pas binaire, quoi. C'est ça que t'es en train de dire, quoi. C'est ni blanc ni noir, faut voir les deux, quoi. C'est ça que Toujours. Toujours. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast? Quelque chose que tu aurais aimé dire ou la parole est à toi. Écoute. Merci. Merci. Ça me semble un mot qui résume bien ce que je voulais. Merci tout simplement parce que tu as pris le temps de venir depuis La Rochelle. C'est pas si loin que ça, tranquille, à vol d'oiseau. Ça Ouais, se encore fait. une fois. Bah écoute, moi je sais pas si j'aurais eu le courage de le faire. Je